Et merci Karine. Bonjour à tous. Donc, je voudrais déjà préciser que là, ce soir, je vais vous parler particulièrement de la névrose de comportement. Il faut savoir que c'est une infime partie de ce qu'est la psychosomatique. Dans ma clinique, en fait, j'accompagne régulièrement des patients qui ont subi une problématique archaïque. Souvent parce qu'il y a eu une violence familiale quotidienne qui a été banalisée. Mais en tout cas, ce qui émerge, c'est vraiment le non-accordage affectif dès la plus tendre enfance. Donc, je me suis formée à la Société de psychosomatique intégrative et je me sers du coup de ces deux approches avec l'APO. Et donc là, j'ai choisi pour la première partie de vous présenter déjà ce qu'est la névrose de comportement, de vous la définir et après de développer au travers un cas clinique comment j'accompagne ces patients. Donc là, un peu d'historique, la Société de psychosomatique intégrative, elle a été créée par Jean-Benjamin Stora, qui a poursuivi en fait les recherches de Pierre Marty. Donc, en fait, il définit la névrose de comportement comme une névrose faisant référence aux troubles de l'autoconservation. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Dans la névrose de comportement, il me semble important de mettre en évidence certaines caractéristiques en fait, qui sont à leur apogée, notamment une épaisseur du préconscient qui est insuffisante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épaisseur du préconscient ? C'est en fait Pierre Marty qui a créé en France l'école de psychosomatique de Paris, on est dans les années 1950, qui définit que pour qu'il y ait une élaboration mentale, il faut une épaisseur du préconscient qui soit suffisamment importante. Donc en fait, il parle de degré de mentalisation. Le degré de mentalisation, c'est la capacité en fait à se représenter les choses qui sont chargées des affects et de la symbolique. Et en fait, les perceptions donc, viennent s'associer aux représentations de choses, aux émotions. Elles dépendent vraiment du processus de développement de la psyché de l'enfant, mais surtout de ses états de fixation. Et en fait, quand la mentalisation, elle ne peut se faire, que les représentations sont pauvres, voire totalement absentes, qu'il n'y a pas de symbolisation du verbe, c'est ce que Pierre Marty définit comme étant une épaisseur de préconscient qui n'est pas suffisante, qui est insuffisante en fait. Alors, pour ce qui est des états de fixation, la SPI se réfère aux travaux de Spitz, parce que dans la névrose de comportement, le sujet n'a pas passé le deuxième organisateur. Pour revenir sur les travaux de Spitz, donc là on est dans les années 1932, il a travaillé en fait sur le développement psychique de l'enfant de 0 à 2 ans, l'influence de son environnement et surtout l'importance de la relation qu'a la mère à son bébé, qui agit sur la constitution de la psyché de l'enfant sous forme de 3 stades en fait, qu'il nomme des organisateurs. Donc, le premier organisateur, vous en doutez, c'est la réponse par le sourire. Elle se fait à 3 mois. C'est l'étape de développement où le bébé il sourit au visage de l'autre. On est au stade préobjectal. Le nourrisson n'a à ce stade que ce que Spitz nomme un moi rudimentaire, c'est-à-dire que le bébé il est animé par ses pulsions. Et c'est en fait le rôle de parexcitation que doit jouer la mère qui est super important pour l'enfant, afin de permettre à son bébé de transformer en fait tous les stimuli extérieurs et intérieurs en stimuli significatifs. Donc, le passage de ce premier organisateur va dépendre de la capacité de la mère en fait à contenir et à rassurer son tout petit des agressions internes et externes qu'il subit en fait. Et il faut que pour cela, vous vous en doutez, il ait une mère qui soit suffisamment bonne avec un comportement normal envers son bébé. Et c'est à ce stade d'ailleurs que Spitz considère que les parties constituantes de l'appareil psychique, le conscient, le préconscient et l'inconscient sont établies. Donc cette organisation synesthésique qui se constitue au premier mois de la vie
continuent à fonctionner chez l'adulte. Ce sont nos émotions primaires, vous vous en doutez, nos comportements instinctifs, mais c'est aussi ce qui n'est pas conscientisé et qui peut aller jusqu'à des manifestations psychotiques s'il y a des chocs traumatiques. Le deuxième organisateur, c'est l'angoisse du 8e mois. C'est ce que Spitz nomme l'organisateur de la psyché. Donc l'enfant, en fait, il différencie sa mère des autres personnes. Il a établi une véritable relation objectale. Sa mère, elle est devenue son objet libidinal, son objet d'amour, en fait. Et là, Spitz parle d'organisation diacritique. Selon lui, la perception diacritique est suffisante quand l'enfant il différencie l'ami de l'étranger. Et les 6 premiers mois marquent la fin de ce stade de non-différenciation. Le bébé réserve ses souris aux personnes qu'il reconnaît et progressivement, c'est autour de cette période en fait, que le bébé intègre aussi la fusion des images des deux préobjets, la bonne mère, la mauvaise mère qui fusionnent pour donner une mère unique, l'objet libidinal. Et l'angoisse du 8e mois qui constitue, selon Spitz, un seuil important dans le processus de différenciation. Et puis, il nomme le troisième organisateur, qui est le nom. Il fait l'acquisition du nom, le bébé, entre 15 mois et 18 mois, pour rappel. Donc, le troisième organisateur marque la peur de perdre l'objet d'amour, mais aussi c'est l'identification à l'agresseur. C'est ce nom que le bébé va investir d'agressivité et utiliser contre l'objet libidinal, à condition qu'il ait reçu en fait un environnement permissif et bienveillant qui lui aura bien évidemment permis de dire non sans perdre son objet d'amour, sa mère. Donc en fait, que dit Spitz en résumé, c'est que le passage sans entrave de ces différentes étapes de développement est primordial dans le développement de la psyché de l'enfant. Le bébé va devoir établir et consolider chacun de ses organisateurs respectivement pour passer à l'organisateur suivant. Et si ce n'est pas le cas, le développement s'arrête, entraînant de nombreuses répercussions sur sa vie d'adulte. Donc, ce sont ces premières relations à sa mère qui vont permettre au bébé de développer une certaine souplesse, c'est comme ça qu'il le nomme, dans le développement de son moi, même si un bébé, bien évidemment, ne va pas réagir de la même façon qu'un autre bébé. Dans la névrose de comportement, ce que l'on retrouve à son apogée aussi, c'est la pensée opératoire qui est liée à la dépression essentielle. Selon Pierre Marty, la pensée opératoire, elle est en lien donc avec cette dépression. La pensée opératoire met en évidence la carence fonctionnelle des activités fantasmatiques néo-oniriques. Il n'y a pas de rêve et il n'y a pas d'élaboration symbolique qui permettent d'intégrer toutes ces tensions pulsionnelles en fait, qui sont garantes de la santé physique en fait, de la personne. Et d'ailleurs, on peut identifier chez ces sujets que les rêves sont pauvres, ils semblent démunis de valeurs libidinales, on est vraiment dans l'action, on est dans l'actuel et le factuel avec beaucoup de labilité. Et c'est important, c'est qu'il n'y a pas du tout d'extériorisation de la colère. Chez ces patients, il n'y a pas d'élaboration mentale, pas de lien entre le passé et le présent. Et tous ces éléments, vous vous en doutez, c'est facilement repérable du coup dans la clinique. Donc, on retrouve chez ces sujets de la dépression essentielle. C'est une dépression sans objet, une dépression sans auto-accusation, sans culpabilité consciente, puisque l'on est vraiment à un stade préoedipal avec un sentiment très fort de dévalorisation personnelle et de blessures en fait narcissiques qui s'orientent jusqu'à la sphère somatique. Dans la névrose de comportement, on retrouve une honte archaïque. Donc là, je ferai référence à Serge Tisseron. On est dans les années 80. Il fait le lien entre l'apparition de la honte archaïque, qu'on nomme aussi la honte totale, et une violence familiale quotidienne et banalisée envers l'enfant. La honte archaïque, c'est un affect en fait qui va bloquer l'Oedipe. Elle intervient où l'identification à l'objet n'est pas totale.
À l'inverse, en fait, la culpabilité, elle est consécutive, comme vous le savez, à l'instauration du surmoi, qui est représenté par les figures de l'autorité parentale, notamment, par les systèmes de valeurs de la société, et elle apparaît avec l'organisation oedipienne. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la honte secondaire. Alors que la honte archaïque, c'est avant. Elle fait suite à une perte d'objets bien différente, en fait, de la culpabilité et son évolution, en fait, par le repli de la personne sur elle-même, produit de la désocialisation. Donc, chez ces personnes, en fait, qui sont prises dans cette honte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un non-accordage affectif avec la mère. Dans la névrose de comportement, on retrouve une problématique narcissique et un moi idéal. Donc là, la Société de psychosomatique intégrative fait référence à Nürnberg, on est dans les années 1930, qui a défini le moi idéal relevant de la toute-puissance infantile d'un narcissisme primaire. C'est Anna Freud, lors d'une conférence dans les années 60, qui fait observer que la mère, elle est déprimée et elle s'éloigne de l'enfant et celui-ci la suit en fait dans son humeur dépressive. Elle dit, il est infecté par le climat affectif. Et elle décrit que la dépression conduit donc alors à l'incorporation orale de l'objet perdu et l'enfant suit sa mère en fait dans sa dépression. André Green, psychiatre français, axe lui ses recherches, donc là on est dans les années 60, sur la théorie du narcissisme qu'il rattache à la théorie des pulsions. On est dans le narcissisme de vie, narcissisme de mort. Il étudie les conséquences de la mère morte sur la psyché de l'enfant, de l'imago que l'enfant a introjecté à la suite de la dépression maternelle. Et le trait essentiel en fait de cette dépression infantile, c'est qu'elle a lieu en présence, vous en doutez, de l'objet lui-même, mais qui est absorbé par le deuil. La mère, elle est en fait complètement désinvestie de son enfant. Et l'enfant va interpréter cela comme elle est narcissique, donc comme la conséquence de ses pulsions. Et c'est ça qui va entraîner cette faille narcissique béante. Donc, selon André Green, l'introjection de la mère morte avec toutes ces formes d'angoisse que cela engendre comme destructivité, il dit, n'est en aucun cas une destructivité en lien avec la castration, mais parce qu'on est à un stade préoedipal. Donc, en introjectant la mère morte, l'enfant perd sa source de vitalité, ce qui provoque en fait de fortes angoisses. Il différencie d'ailleurs l'angoisse de castration qu'il associe à la dépression grave avec, et ça on le voit vraiment dans les séances, avec l'identification au noir, de la clinique du vide qu'il nomme aussi la série blanche qu'il associe au blanc. Cette clinique du vide, selon lui, c'est le résultat d'un refoulement primaire suite au désinvestissement, vous l'avez compris, de massif en fait, de la mère, qui va laisser dans l'inconscient en fait, de l'enfant ce qu'il va nommer des troubles psychiques. Donc, une fois adulte, dans ses relations familiales, amicales et professionnelles, le sujet il est en proie à la compulsion de répétition. Il va mettre en œuvre en fait un désinvestissement de l'autre. Il répète la défense ancienne constamment, ce qui va avoir d'énormes conséquences sur sa vie amoureuse et sur sa vie professionnelle. Et toute cette identification à la mère morte qu'il répète encore et encore est totalement inconsciente. Donc, André Green, il propose de commencer par travailler sur le fantasme de la scène primitive afin que le sujet prenne conscience de la distance infranchissable qui le sépare de cette mère. Cette distance, en fait, qui lui fait ressentir son impuissance à établir le contact avec l'objet et enfin lui fait contacter sa rage. C'est son impuissance à réveiller cette mère morte, à l'animer, à la rendre vivante qui revit
Donc, on a vu que chez ces patients, il n'y avait pas de notion de distance par rapport à l'objet, parce qu'à ce stade de fixation, l'objet, et ça c'est important, n'a pas été introjecté. On retrouve une problématique narcissique très forte associée à la problématique de toute puissance. Et j'aime rappeler en séance que c'est la toute-puissance du tout petit là, qui apparaît, qui est liée à l'idéalisation de l'image des parents, puisqu'on est au stade de l'indifférencié. Donc, les comportements qui sont dus au traumatisme vécu par la mère, les membres de l'environnement familial, tout ça, c'est très profondément incorporé chez le tout petit qui est totalement perméable à tout ça. L'enfant, en fait, n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe au sein de son environnement. Il perçoit toutes ces tensions externes, parfois même cette violence, au niveau synesthésique, c'est-à-dire au plus profond de ses cellules, sans pouvoir pour autant l'élaborer. Et c'est à ce stade de toute puissance, en fait, qu'il se sent responsable de tout. Alors, avec une telle idéalisation de l'imago parental, il me semble important de travailler sur les 3 générations afin de permettre aux thérapisants de lâcher l'idéalisation de la mère qu'il ne peut condamner, tout en regardant comment cela a été pour lui petit. Parce que c'est ça, en fait, l'important, c'est qu'il se connecte à son enfant intérieur. Alors, André Green propose, lui, à ce stade de l'indifférencié, de regarder s'il y a un secret de famille. Le tout petit, il est porteur de ce secret s'il y a un secret de famille, et cela va avoir des répercussions sur lui, mais aussi sur les générations futures. Donc, surtout, lorsque le parent ne permet pas à l'enfant d'élaborer parce que cela doit être caché, ou peut-être même parce que le parent est porteur de ce secret lui-même, en fait, sans en être conscient. Donc, André Green, il dit, pour la première génération, ce qui arrive est indicible. Cela doit être caché, il ne faut rien dire. Pour la seconde génération, il dit, c'est innommable. Donc, je disais, la 3e génération, ce que dit André Green, en fait, c'est que c'est irreprésentable. L'existence même du secret est ignorée. Et en plus, il évoque que si les grands-parents, vous vous en doutez, sont porteurs de traumatismes non surmontés et pour lesquels il n'y a pas eu de mots, leurs petits-enfants peuvent développer les mêmes troubles que leurs parents, voire des troubles beaucoup plus graves, pouvant aller jusqu'à des troubles psychotiques, des déficiences mentales, des formes de délinquance. Dans la névrose de comportement, ce qu'on retrouve à son apogée, c'est l'hystérie archaïque. Donc, l'hystérie archaïque, on peut parler aussi de la névrose d'angoisse, c'est une tension physique qui ne peut réussir à se décharger psychiquement et qui continue par conséquent à demeurer dans le domaine physique. L'objet externe n'est pas internalisé, il n'y a pas de liaison pulsionnelle possible. On est dans la composante mortifère, ça entraîne des angoisses diffuses, sans objet, je vous rappelle, et les liaisons ne se font pas, il y a absence de symbolisation. Freud précisait qu'il peut y avoir une hystérie et de la névrose d'angoisse chez le même sujet. Pierre Marty, lui, précise l'incidence en fait de ces angoisses diffuses dans les névroses de comportement. Ce que je vous disais, il dit elles sont à leur apogée. Et nous avons vu précédemment que ce sont celles qui sont manifestées par le bébé, alors que en fait l'objet n'est pas internalisé. De ce fait, en fait, chez les patients qui présentent ces angoisses diffuses, on peut poser le diagnostic d'objet non internalisé. Le professeur Stora, qui était un élève de Pierre Marty, reprend les recherches de Pierre Marty et avance que certaines affections ne correspondent pas à la définition d'hystérie de conversion. Elles n'ont pas de signification symbolique, elles ne font pas l'objet d'érotisation, mais elles relèvent plutôt d'autres mécanismes psychiques que celui du refoulement. On est dans la clinique du vide,
avec ce que je vous disais au début, l'épaisseur du préconscient insuffisante pour qu'il y ait une élaboration psychique. On parle de relations d'objets allergiques aussi, avec un mode d'identification très fort à l'autre, où le sujet a un besoin de se rapprocher de l'objet au point de se confondre à lui. Et on peut, à ce stade, faire le parallèle en fait avec Pierre Marty, qui emploie le terme de fixation, puisque le développement peut s'arrêter à différents stades, c'est ce que je vous disais au début. Si la fixation elle a lieu à un stade très précoce, c'est ce qui relève la faiblesse de la constitution du préconscient. Il n'est donc pas question de parler de surmoi oedipien, puisque le processus de maturation psychosexuelle s'est arrêté en amont, à un stade prégénital. En fait, c'est Joyce McDougall dans le livre, dans son œuvre Théâtre du corps, qui parle d'hystérie archaïque. Donc là, on est dans les années 1989. Elle postule en fait qu'il existe une sexualité encore plus primitive que celle étudiée par Freud. Une sexualité, dit-elle, dotée d'aspects sadiques et fusionnels, pouvant être à l'origine de régressions psychosomatiques. Et selon elle, ces régressions psychosomatiques sont des mécanismes de défense face à des vécus mortifères. Et c'est ce qu'elle va nommer l'hystérie archaïque, qu'elle définit comme ce qui cherche à préserver non pas le sexe ou la sexualité du sujet, mais son corps tout entier, sa vie, et se construit à partir de liens somatopsychiques préverbaux. Ce qu'on retrouve aussi à son apogée dans la névrose de comportement, c'est le masochisme. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup rencontré à travers, dans l'accompagnement de ces patients-là. On peut se poser ces questions. Existe-t-il des patients qui ne veulent pas guérir, qui tiennent à leurs symptômes, qui souffrent par plaisir? On peut vraiment se poser cette question. Rappelons que les pulsions agressives sont soit tournées de façon sadique vers l'extérieur, soit elles sont tournées contre soi. Et la clinique de la psychosomatique intégrative, en fait, montre que les bébés élevés dans un environnement néfaste ont internalisé donc l'objet maternel sadique pour se construire tout en développant une pathologie de type masochiste. Donc, un bébé confronté à une mère sadique se modèle pour exister par rapport à elle, afin de ne pas sombrer dans la dépression anaclitique. Il se modèle par rapport au sadisme de sa mère sur un modèle masochiste. Il n'a pas d'autre choix que de prendre plaisir à cette relation où il se fait maltraiter. Donc, la relation avec un objet suffisamment bon n'a pas eu lieu. Le bébé se réfère à son seul modèle, ce sont ses codes, c'est sa mère. Et dans cette clinique, on le voit dans le désinvestissement chez ces sujets de la vie, on est dans la non-vie. Donc, pour faire une synthèse de ce qu'est la névrose de comportement, il y a donc une déficience passagère ou permanente de la fonction maternelle à une période très précoce de la vie du bébé. La névrose de comportement, elle s'apparente à la mère morte. On est vraiment dans la clinique du vide. Les carences parentales de la première année de vie. La personne est dans une pensée opératoire. On n'a pas passé le deuxième organisateur de Spitz. L'objet n'est pas complètement internalisé. La mère n'a tout simplement pas su jouer son rôle en fait de par-excitation. Et la personne, le sujet fonctionne sur un mode de vie opératoire avec un imaginaire pauvre. Il peut avoir internalisé aussi un objet maternel sadique qui a développé chez lui une pathologie de type masochiste. Et les angoisses diffuses révélées chez ces personnes sont celles manifestées par le bébé, alors que l'objet, en fait, n'est pas internalisé. D'après le professeur Stora, si les névroses de comportement ne sont pas des structures pathologiques,
ça reste des personnes fragiles qui sont facilement exposées à des désorganisations, puisque celles-ci peuvent atteindre la sphère somatique au travers des épisodes de dépression essentielle. Donc, ces angoisses diffuses marquent le diagnostic d'objets non internalisés et il est donc pertinent de poser la question, me semble-t-il, comment c'est pour vous, en fait, quand vous êtes seul? Comment vous vous retrouvez seul avec vous-même? Et il est intéressant aussi, me semble-t-il, en début de thérapie, que le praticien prenne une fonction maternante, qu'il puisse aussi prêter son appareil à penser pour créer des capacités associatives afin d'aider le patient dans un premier temps à élaborer, à faire des liens en fait, entre son présent, entre ce qu'il vit là aujourd'hui, dans l'actuel, et ce qu'il a vécu dans le passé.